voudrais revenir sur la question des additions, des ajouts, qui sont un problème majeur de notre société, et de notre société d'ailleurs. J'ai, pour ma part, une très grande méfiance à l'égard de tout ce qui vient s'ajouter à un produit, à une personne, car je dirais que c'est une façon de trafiquer les choses. Imaginons que j'achète une viande et qu'en commençant à la goûter, je trouve qu'elle n'a pas de goût, qu'elle n'est pas bonne au goût. Eh bien, j'ai deux solutions. Soit je la mange comme ça, soit j'y ajoute quelque chose pour pouvoir la manger, pour qu'elle soit comestible. Mais en ajoutant quelque chose pour pouvoir la manger, je trompe mon corps. Parce que en ajoutant un tout petit pourcentage au produit, je fais accepter le produit dans son ensemble. C'est l'ingrédient, c'est l'épice, c'est la sauce, tout ce qu'on voudra. Ça fausse le rapport des choses, ça fausse notre perception des choses et des gens. Alors, je dirais que tout produit ou toute personne, et en ce sens-là c'est un produit, qui s'est vu ajouter quelque chose, c'est le processus de l'avoir, de l'acquisition, et une personne de second ordre, ou un produit de second ordre. Un produit qui n'est pas viable, mais qui commercialement peut être viable, parce que tout simplement, les gens ne raisonnent pas en termes de est-ce que c'est un bon produit pour moi, mais est-ce que c'est un produit bon. C'est-à-dire est-ce que c'est un produit que je peux manger, c'est-à-dire je peux, comme on dit, faire passer la pilule en mettant quelque chose sur le produit, ou sur la personne d'ailleurs, en lui appareillant quelque chose, en lui ajoutant quelque chose, qui fera que finalement, ça va pouvoir être accepté. Donc tout le processus d'appareillage, de cuisinage, hein, qui consiste à sauver quelque chose par addition, est profondément suspect. Et en toute cette cause, doit être considéré comme un produit de second ordre. Et à ce moment-là, quand on parle d'égalité, je ne sais pas très bien ce qu'on veut dire par là. Parce que l'égalité qui est déterminée par des additions, est-ce que c'est une égalité? Prenons par exemple quelqu'un qui s'exprime ouvertement, comme ça, qui improvise, qui a une capacité de concentration, qui a une possibilité d'expression. Est-ce qu'il va être à égalité avec quelqu'un qui va lire un texte de bout en bout? Même si, effectivement, le service qui sera assuré par la personne qui va lire ce texte existera sur le plan commercial. C'est-à-dire que c'est un produit qui sera viable. La viabilité d'un produit ne signifie pas qu'il a une véritable qualité, de premier ordre en tout cas. La viabilité d'un produit, c'est que ce produit va pouvoir, comme son nom l'indique, c'est-à-dire circuler, ça va passer, ça va marcher, ça va le faire, comme on dit. On donne le change. Alors, j'écoutais tout à l'heure sur France Culture un sociologue allemand, Wagner, interviewé par Madame Olivia Gesbert. Il a écrit un bouquin sur le progrès. Alors le progrès, qu'est-ce que c'est que le progrès à l'aune de ce que je viens de dire? Alors il a ajouté qu'il ne croyait pas aux solutions communautaristes. Ce n'étaient pas les bonnes solutions, par exemple pour traiter la question des immigrés. Ah ben qu'est-ce qu'il lui faut? Précisément, le communautarisme permet de résoudre le problème des immigrés. Au contraire, nos sociétés ont besoin de respecter la diversité, la sociodiversité, ont besoin que les gens se retrouvent entre personnes qui ont les mêmes codes, qui ont les mêmes profils, et qui pourront d'ailleurs être en compétition entre eux, bien entendu. Et c'est ça tout à fait normal, un être humain a le devoir de se
de se battre quelque part, mais il doit se battre au sein de sa communauté et non pas à l'encontre d'une autre communauté. Ce que j'appelle la tolérance zéro de conflit entre communautés et la tolérance 100 au sein de la communauté. Au sein de la communauté des scientifiques, par exemple, il est normal qu'il y ait des rivalités, qu'il y ait ceux qui essayent de montrer qu'il y a des erreurs, etc. Ça me paraît tout à fait normal. Par contre, s'attaquer à une autre communauté qui a d'autres valeurs, d'autres méthodes, je trouve ça inacceptable. Donc, je ne suis pas d'accord. Je pense que le communautarisme est une excellente solution. Le communautarisme, ça veut dire aussi la vicinité, ça veut dire aussi la proximité, a priori, n'est-ce pas? Vivre avec des gens qui nous ressemblent et se contenter de vivre avec des gens qui nous ressemblent, ça implique a priori moins de voyages, moins de circulation, et ça implique donc moins de problèmes écologiques. Alors le progrès, alors monsieur Wagner, je ne me souviens plus de son prénom, Peter je crois, Peter Wagner peut-être, le progrès serait la fin de la domination. Fait la domination des hommes sur les femmes, par exemple, des colonisateurs sur les colonisés. Ça, c'est une plaisanterie. Alors, il nous parle de justification de la colonisation, justification de la domination. Je prends exactement le parti opposé. Je pense qu'il y a des dominations qui sont totalement justifiées. De la même façon que nous dominons, nous avons la domination de notre propre corps. Nous avons des droits sur notre... Nous pouvons, si je dis à ma main de faire quelque chose, elle le fait. Elle est mon esclave. Alors, si on commence à mettre en question cette dualité-là, où va-t-on? Toute société a besoin d'automatisme, de machines, mais aussi, avant les machines, il y avait les animaux, les chevaux notamment, mais pas seulement, les femmes, etc., les esclaves. Donc, une société qui n'assumerait pas cette dualité, cette division sociale, ou un être humain qui n'accepterait pas cette division en lui-même, ce serait complètement aberrant, complètement inacceptable. Bon. Donc, moi, quand j'écoute ce monsieur, je pense que la personne qui l'a interviewé, elle n'était pas à la hauteur, elle ne savait pas apporter la contrepartie nécessaire. Comme c'était une femme, effectivement, elle était mal placée pour pouvoir remettre en question un discours qui parlait de la fin de la domination. Parce que ça, c'était un discours bien pensant et bien disant. Oui. Et alors, j'ai vu hier soir un film sur les élections américaines. Ça s'appelle Jericho, sur Jericho, la ville empoisonnée, je sais pas. Et c'est un film de l'après-guerre, avec Kirk Douglas, Anne Baxter et d'autres. Et tout simplement, c'est un prétexte, mais tout simplement, j'ai une certaine admiration pour le système américain, d'ailleurs qui n'est pas uniquement valable aux États-Unis, mais je trouve qu'il est normal que quelqu'un s'enracine dans son État. Comme par exemple, quelqu'un en France, un député va s'enraciner dans sa circonscription. Bon. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il fait partie de... Vous savez qu'il y a les paroles des parachutages, des gens qui débarquent dans une circonscription et qui n'ont rien à y faire. Bon. Et qui sont donc décalés par rapport à cela. Bon. De la même façon, on peut dire que en Israël, par exemple, c'est le scrutin de liste proportionnel, donc il n'y a pas de circonscription véritablement. Il y a des mairies, effectivement. Les mairies, c'est un élément local. Le sénateur, il est le sénateur de tel État, et chaque État a le droit. Jusqu'à un certain temps, je disais pourquoi chaque État aurait le droit de ceci, ça. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Chaque État a le droit d'avoir ses propres valeurs, sa propre juridiction, quitte à ce qu'il entendu s'il y a une structure fédérale qui coiffe tout cela. Eh bien, ça correspond tout à fait à mon idée de l'État idéal. Et le communautarisme, on sait très bien qu'aux États-Unis, il existe aussi, et que la France aurait bien raison d'en prendre graine et de suivre cette voie. Parce que la liberté, c'est la liberté non pas individuelle, mais collective, j'ai déjà dit 100 fois. La liberté, c'est accorder. Je n'accorde pas de la liberté à un individu isolé, j'accorde de la liberté à une population, à un territoire qui a une certaine population, et et cette population, eh bien, elle doit pouvoir se développer selon ses valeurs à elle, selon sa religion, selon sa culture à elle, sans devoir se plier à
des valeurs universelles, soi-disant. Cela dit, bien entendu, les élites de chacun de ces ensembles, quels qu'ils soient, doivent pouvoir communiquer entre elles. Mais ça ne se fera qu'au niveau des élites. Parce que plus on descend en bas dans un pays, dans un groupe, plus on est dans des automatismes. Ces automatismes ne permettent absolument pas la discussion avec d'autres automatismes. Par contre, quand on monte vers le haut d'une société, on a des gens qui sont de plus en plus libres par rapport à ces automatismes. Et par conséquent, ils vont pouvoir communiquer avec d'autres élites qui elles-mêmes sont libres par rapport à ces automatismes. Donc, une société doit pouvoir, au niveau d'en bas, vivre de manière tout à fait autonome, avec chaque groupe ayant son autonomie, et en haut, elle doit pouvoir élire, choisir, faire monter une élite, et cette élite, son rôle majeur, ça sera de pouvoir communiquer avec d'autres élites. Donc les groupes, la diversité des groupes est compensée par la communication, la communion des élites. Parce que ces élites-là, elles ne sont pas bloquées, elles n'ont pas d'œillères, elles ne sont pas prisonnières des automatismes propres au groupe en question. Elles ont dépassé ce stade. C'est ça qui fait quelqu'un qui appartient à l'élite, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer avec des groupes totalement différents, qui ont des bases complètement différentes, mais qui, au plus haut niveau, vont pouvoir formuler d'une façon qui pourra être comprise et qui pourra faire sens pour les autres groupes. Le grand problème de certains nombres de groupes qui vivent en ghetto, parce que ce n'est pas du tout une fatalité, un groupe peut à la fois être un ghetto parce qu'il est en quelque sorte marqué par ses racines, par ses automatismes, mais au plus haut niveau, il faut absolument qu'il ait une élite, une intelligentsia, qui, elle, ne soit pas prisonnière de cet esprit de ghetto. Voilà comment je vois les choses.